Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le rapport sur l'état de la population mondiale 2023, publié récemment par le Fonds des Nations Unies pour la population, prévoit que l'Inde dépassera la Chine au milieu de cette année pour devenir le pays le plus peuplé du monde. Cette nouvelle a déclenché un intense battage médiatique dans les médias occidentaux qui cherchent à prouver que le développement de la Chine allait entrer dans une période de grande difficulté. Le dividende démographique de la Chine touche-t-il vraiment à sa fin? Comment appréhender scientifiquement la relation entre développement économique et population? Pour la Chine, qui est entrée dans une phase de développement de haute qualité, quelles seraient les nouvelles exigences en termes de structure de la population et de main-d'œuvre? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons aujourd'hui M. Ding Yifan, chercheur principal à l'Institut Taihe, et M. Moundir Sajad Pechari, sinologue français et chargé de recherche pour Phoenix Satellite Télévision. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre émission. Le Fonds des Nations Unies pour la population a publié le 19 avril son rapport sur l'état de la population mondiale 2023 qui prévoit que l'Inde dépassera la Chine pour devenir le pays le plus peuplé du monde. De nombreux médias occidentaux ont réagi en affirmant que cet événement entraînera un déplacement du centre de gravité du monde. Quel est votre point de vue, M. Pechari? Bon, déjà, je pense qu'il faut se concentrer sur c'est quoi le pôle de gravité. Parce que je pense qu'il y a une interprétation un petit peu naïve et un petit peu réductrice. Pourquoi? Parce que gravité, on parle de poids. D'accord? Et du coup, si on parle de pôle de gravité, je ne pense pas qu'il y a vraiment un vrai changement. Si on parle d'un point de vue démographique, il y a une dynamique qui est en train de changer. Mais cela ne change pas la réalité soit économique, soit la réalité aussi étatique et géographique de la Chine en Asie et à travers le monde. Donc, je pense que de courir aussi rapidement avec des interprétations un petit peu hyperboliques et ultra temporelles sur un changement de population, que ce soit de la population indienne ou de la population chinoise, qui est très complexe et peut-être trop rapide, si ce n'est un petit peu naïf. Et M. Ding, êtes-vous d'accord? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de mon prédécesseur. En fait, la population indienne dépasse celle de Chine, eh bien, félicitations. C'est une bonne chose pour l'Inde, mais cela peut être aussi un grand risque. On ne sait pas. Il ne faut pas oublier que dans les années 1950 et 60, la Chine était le pays le plus peuplé du monde. Mais la Chine était aussi l'un des pays les plus pauvres du monde. La Chine était à l'époque le pays le moins développé, le troisième pays le plus pauvre du monde. Eh bien, la population chinoise, à l'époque, était considérée comme un fardeau démographique. Eh bien, c'est pour cela que pendant longtemps, la Chine avait essayé d'appliquer la politique de l'enfant unique dans son planning familial. Mais c'était parce que la population trop nombreuse était considérée comme un fardeau. Est-ce que l'Inde possède aussi une politique de recensement national qui permet d'avoir des résultats fiables? Comme en Chine? Malheureusement, non. Mais grosso modo, aujourd'hui, avec les moyens de recensement moderne, de télécommunications, etc., on peut estimer à peu près la taille de sa population, que ce soit en Inde, au Brésil ou dans les pays les plus peuplés du monde. On peut à peu près. Par rapport à il y a à peu près un siècle, bien sûr, aujourd'hui, les moyens modernes de recensement et de communication facilitent l'enquête sur la taille réelle de sa population. Ça, il faut reconnaître. Et Monsieur Pechari, d'après vous, comment comprendre de manière scientifique le terme de dividende démographique?
Alors, le caractère de dividende démographique s'inscrit uniquement dans une comparaison positive de la population dite travailleuse, dit earners, comme on dit en anglais, donc gagnante ou amenant en fait une fluidité financière par rapport à une autre partie de la population qui est censée être considérée comme dépendante. En général, quand on dit une population dépendante, on parle de la jeunesse, en général avant 18 ou 20 ans, et bien entendu la vieillesse. Toutefois, quand on parle de dividende démographique ou dividende économique dans ce cas précis, aujourd'hui, il faut complexifier cette définition. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans un nouveau système de développement économique qui est beaucoup axé sur l'intelligence artificielle, sur la digitalisation de l'économie, etc. Du coup, je pense que les tranches d'âge, en fait, qui s'arrêtaient à 64 ans pour considérer une population non active ou dépendante, je pense que cette barre, en fait, peut augmenter. Aussi, la nature du travail n'est plus la même parce qu'il y a une caractérisation de ce qu'est le travail, en tout cas en Chine, par rapport à sa géographie et par rapport aux moyens et aux formats. Donc de penser en fait que la dividende économique ou la dividende démographique de la Chine est aujourd'hui négative parce qu'il y a une population travailleuse moins que la population en fait dépendante, ça serait uniquement analyser la Chine avec des métriques qui ne sont plus forcément mises à jour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on mesure cette complexité économique, il faut aussi comprendre c'est quoi la vieillesse en Chine, c'est quoi la vieillesse économique en Chine. Il y a beaucoup de systèmes en fait qui sont en train d'être développés, qui sont en train de rentrer en maturation par rapport que ce soit aux pensions, etc., qui changent en fait ce moyen de calcul de cette pseudo-dividende démographique. Et d'après vous, quel rôle a-t-il joué dans le passé, dans le processus de développement de la Chine? Donc, dans le passé, en fait, la Chine était en pleine croissance d'un pays en développement. Cela veut dire qu'en dehors des caractères chinois, en fait, ces caractères économiques étaient plus des caractères communs du monde en développement, qui est une population croissante, une économie basée uniquement sur l'industrialisation et sur la main-d'œuvre, en fait, charnelle, donc sur le corps humain, d'accord? Et du coup, cela était toujours perçu comme quelque chose de positif. Mais je pense que c'est que court-termiste. À long terme, on ne calcule jamais cette dividende économique ou démographique par rapport au rapport industriel. C'est trop réducteur. Si on regarde tous les pays qui sont en maturation économique ou qui sont considérés comme pseudo-développés, que ce soit le Japon, l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord, ils ont déjà dépassé en fait ce processus de pseudo-dividende économique. L'Allemagne a un dividende démographique très négatif, très négatif. Et pourtant, son rapport économique est positif. Donc, je pense que encore une fois, on revient sur ce calcul de développement économique chinois qui a été en fait basé sur l'industrialisation et sur le made in China d'un point de vue très laborieux et aujourd'hui beaucoup plus complexe, changeant et entrant en fait dans une maturation postmoderniste de ce qu'est une économie mature. Alors, d'après vous, le dividende démographique de la Chine a-t-il vraiment disparu, Monsieur Péchard? Alors, dans ce cas-là, c'est une question pseudo-piège parce que ça serait oui et ça serait non. Cela dépend comment on les mesure, d'accord? Moi, je pense que pour comprendre la Chine, par rapport à ce pseudo-dividende, en fait, je pense qu'il faut tout le temps le mettre à jour. Et le mettre à jour par rapport aux nouveaux critères qu'on mesure, d'accord? Moi, je veux penser que ce soit positif. Pourquoi? Parce qu'il y a comme je vous ai mentionné, ce changement du format économique, cette digitalisation de l'économie qui fait qu'en fait, peut-être même une personne à 60 ou 65 ans, 70, peut entrer dans un schéma de travail qui n'est pas nécessairement basé sur le corps humain, c'est-à-dire le côté laborieux industriel, mais plus sur une économie beaucoup plus complexifiée, beaucoup plus basée sur la qualité et enfin sur les rendements en fait de la finance qui s'est créée indirectement par rapport à cette conséquence démographique. Donc je dirais 60% positif, 40% négatif. Et aujourd'hui, la baisse du taux de fécondité, le moindre de désir d'avoir des enfants, Monsieur Ding, d'après vous, est-ce que ce sont des phénomènes auxquels est confronté le monde entier aujourd'hui? Oui, le monde entier, cela dépend. Parce que à mesure que l'économie se développe, on constate un désir en déclin de natalité.
En fait, c'est pareil en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Corée du Sud, en Chine, mais même en Inde. On a observé aussi cette tendance de baisse de la natalité, même en Inde. Et quand on atteint un certain nombre de populations, eh bien, c'est probablement l'instinct animal. Parce qu'on a observé aussi ce genre de phénomène dans le monde des animaux. Dans le monde des animaux, on a fait des expériences qui montrent que finalement, quand le nombre d'animaux qui arrivent à un certain niveau de maturation, eh bien, le nombre d'animaux tend à se stabiliser et puis à se décliner. Eh bien, de ce point de vue, je pense qu'en Chine, en Inde, etc., à un certain niveau, eh bien, le monde humain est conscient de ce problème de surpopulation. C'est pour ça qu'on assiste aussi à un déclin de la natalité partout dans le monde. Et M. Pécharit, d'après vous, y a-t-il d'autres facteurs qui expliquent ces tendances? Oui, bien sûr, je pense que ces facteurs peuvent être aussi perçus d'un point de vue psychologique. Je pense qu'il y a un changement culturel par rapport au travail et par rapport à la nature. On est en train d'entrer dans une nouvelle ère de relation avec la nature qui se doit d'être beaucoup plus éveillée, beaucoup plus en balance, beaucoup plus durable. Et du coup, en fait, le respect de la nature d'un point de vue climate change fight, pardon pour l'anglais, du combat contre le changement climatique, il y a en fait un changement surtout chez la génération Gen Z, génération Z en fait, où l'accent est posé sur, pardonnez-moi de l'anglais encore, less is more, moins et plus, et un recentrement en fait plus sur la qualité et une lucidité nouvelle en fait sur le rapport temporel, le rapport, comme monsieur a dit, j'aimais beaucoup aimer le comportement animal, donc le rapport animal par rapport à une évolution en fait qui est beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus difficile en fait à cristalliser, parce que on est entre le 3e et le 4e secteur de l'économie, on est entre les services et maintenant entrer dans cette intelligence artificielle, dans ce mouvement vers une meilleure compréhension et une meilleure intégration de la nature, qui fait que les comportements psychologiques du coup se doivent de changer, parce qu'il faut une période transitoire pour s'adapter, s'ajuster à cette à ce nouveau écosystème qui est encore inconnu. C'est pour ça qu'on a tellement de questions et on a beaucoup trop de statements qui, pour moi, sont trop basés sur le temps M et pas sur le temps confucéen, M+1, M+2. Et M. Ting, d'après vous, existe-t-il aussi un impact économique, la situation économique actuelle? En fait, oui, on a toujours essayé d'expliquer que grâce aux dividendes démographiques, certain nombre de pays ou certain nombre d'économies ont connu un succès rapide. Mais aujourd'hui, avec le développement des moyens de production, surtout avec la digitation et donc, la numérisation de l'économie, plus l'intelligence artificielle, eh bien, on a besoin de moins en moins de manœuvres au sens propre du terme, de la force humaine, des bras humains, etc., pour faire avancer la production. Eh bien, dans ce cas-là, le dividende démographique a un autre sens. Le dividende économique a un autre sens. Cela veut dire si la population est importante, où la taille de la population compte aussi, parce que le marché compte. La taille du marché compte pour les effets de ce qu'on appelle de l'économie de l'échelle. Ça, c'est très important. Mais à part cela, la production elle-même n'a plus besoin de tellement de force de bras pour la production. Si vous allez dans les usines les plus modernes et les plus avancées, dans les zones côtières de la Chine, eh bien, vous avez beaucoup d'usines noires, c'est-à-dire des usines qui n'ont pas besoin d'ouvriers ou d'ingénieurs. Les machines sont contrôlées automatiquement et on n'avait même pas d'éclairage pour la production. Donc tout cela veut dire que le dividende démographique a un autre sens.
Ce n'est plus Oui. à l'étape primaire du décollage économique ou du Oui. décollage de l'industrialisation. Ça ne compte plus tellement en tant que tel, en tant que force productrice. L'économie chinoise est passée d'une phase de croissance rapide à une étape de développement de haute qualité. Monsieur Péchari, d'après vous, quelles sont les nouvelles exigences imposées par cette mutation en termes de structure de la population et de main-d'œuvre? Oui, alors comme vous l'avez mentionné, une main-d'œuvre beaucoup plus qualifiée, mais il faut comprendre c'est quoi la qualification. Parce que souvent on confond la qualification avec le nombre d'études ou le Mhm. grade en fait universitaire. Sauf que la situation est beaucoup plus complexe que cela. Être qualifié, cela ne veut pas forcément dire plus de nombre d'études. Être qualifié veut dire plus de précision, plus d'adaptation par rapport à une target, une cible précise, ok. Et du coup, en fait, transformer ce qu'on appelle en anglais le blue collar, les bleus de travail, en un bleu beaucoup plus cérébral. Cela peut se traduire, comme Monsieur l'a mentionné, dans tout ce qui est la mécanique de demain, la science mécanique de demain. Ça, c'est un. Deux, cela peut se traduire également dans un rapport, comme je l'ai mentionné auparavant, à l'environnement. Cela veut dire donc qu'il y aura un nouveau schéma de développement beaucoup plus vert. Et cela demande en fait, bien sûr, des ingénieurs comme on avait auparavant, mais des ingénieurs spécialisés sur le vert. Du coup, il y a cette mise à jour constante de cette pseudo-qualification en rapport au monde d'aujourd'hui, au monde de demain. Enfin, je pense qu'il y a une nouvelle exigence par rapport à l'égalité, à le rapport homme-femme, le rapport sociétal beaucoup plus homogène. Je pense que la société mondiale en général, mais si on prend l'exemple de la société chinoise, est en train de se redessiner à travers une balance beaucoup plus équitable par rapport à elle-même et par rapport au reste du monde. Et du coup, cette quête en fait frénétique de toujours chercher plus, production, est en train de se transférer sur qualité premier, impact sain premier et enfin cohésion première. Et d'après vous, à l'heure actuelle, quelles sont les spécificités structurelles de la main-d'œuvre chinoise? Au niveau de la spécificité de la main-d'œuvre chinoise, aujourd'hui, il y a vraiment un encouragement de ce qu'on appelle vocational school, donc l'éducation vocationnelle, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, après le Gaokao ou avant le Gaokao, donc ce qui correspond en fait au bac chinois, j'imagine, il y a en fait une entrée au travail beaucoup plus intellectualisée. Du coup, on se recentre sur skills, donc compétences pures, et non uniquement sur un champ vague pour revenir à ce caractère de précision. La main-d'œuvre chinoise de demain et d'aujourd'hui se veut en rapport à une amélioration beaucoup plus technologique, certes, mais également avec la capacité de intégrer toutes les tranches générationnelles et également toutes les tranches géographiques, parce que monsieur a mentionné par rapport aux côtes, la région côtière chinoise ayant ses pseudo-usines robotiques, etc. Mais c'est pas suffisant. Et il y a une manière d'interpréter cette géographie beaucoup plus subtile. Pourquoi? Si vous regardez dans les régions beaucoup plus rurales comme Guizhou, Yunnan, Ningxia, Qinghai, Inner Mongolia, il y a un changement du rapport économique par rapport à l'agriculture, où là même tout ce qui est digitalisation, ou alors cette robotisation s'intègre dans l'agriculture, donc des régions de rice terrace, de terrasses, des rizières de terrasses au Yunnan sont en train de se réadapter avec ces changements économiques et intégrer ce nouvel écosystème dans toutes leurs tranches locales et géographiques. Du coup, je pense, quand vous parlez de la structure de la main-d'œuvre, je pense que la structure, elle doit être contextualisée au niveau géographique, au niveau économique, au niveau générationnel et au niveau temporel. Monsieur Ding, quel est votre point de vue? Est-ce qu'on assiste à une transition du dividende démographique à la constitution du dividende des talents?
Oui, et en fait, c'est le propos du Premier ministre qui arrive juste cette année au pouvoir, et M. Li Qiang a parlé aussi du dividende des talents dans l'économie chinoise. Et effectivement, en Chine, si on regarde la composition de la population chinoise, la partie de la population chinoise qui a reçu une formation supérieure, une éducation supérieure et une éducation professionnelle est de plus en plus importante. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pour parler de ce problème-là, j'aimerais évoquer une anecdote. Une anecdote qui était passée aux États-Unis il y a plus de 10 ans. Alors, Barack Obama était encore président aux États-Unis. Une fois, président Obama voulait faire revivre l'industrialisation aux États-Unis. Eh bien, il est allé sur la côte ouest des États-Unis, Silicon Valley, etc., pour rencontrer des chefs d'entreprise de ces entreprises technologiques. Eh bien, au moment du déjeuner, il y a une conversation intéressante entre président Obama et Steve Jobs. Président Obama lui a posé une question. Vous ne pouvez pas ramener une partie de vos manufactures de la Chine aux États-Unis? Eh bien, on a besoin de revigoriser la manufacture aux États-Unis pour créer plus d'emplois, etc. Alors que Steve Jobs lui a répliqué, non, 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 je ne peux pas me permettre de ramener la manufacture aux États-Unis parce que je manque d'ingénieurs pour maintenir une production industrielle qualifiée. Il dit qu'en Chine, Apple a plusieurs entreprises, bien, ils ont des ingénieurs un peu partout en Chine. Eh bien, le président Obama lui a dit que je vais vous trouver ces 4000 ingénieurs aux États-Unis. Et puis, on sait très bien que même lorsque le président Obama a quitté la Maison-Blanche, eh bien, il n'y a toujours pas ces 4000 ingénieurs qui seraient prêts à travailler sur le premier front de la production industrielle. Le problème, ce n'est pas le dividende démographique. Le problème, c'est l'orientation de son économie. Parce qu'il y a aux États-Unis aussi de très bonnes universités qui forment aussi des ingénieurs. Mais le problème est que si vous regardez où sont allés les diplômés de MIT, par exemple, de l'Institut technologique de Massachusetts, eh bien, la plupart d'entre eux, plus de 80% d'entre eux, ont été recrutés par Wall Street. Ils sont allés travailler dans le secteur financier pour inventer ce qu'on appelle des équations d'investissement financier. Eh bien, c'est du gaspillage de talent. C'est du gaspillage de talent. Bien, heureusement, jusqu'à maintenant, les ingénieurs chinois formés par l'université chinoise acceptent de travailler sur le premier front de la production industrielle. Eh bien, ils sont là pour ajuster la machine, pour inventer des machines de plus en plus sophistiquées. Voilà. Monsieur Péchary, d'après vous, à l'avenir, dans quel domaine la Chine doit-elle exploiter son potentiel de développement démographique ? Oui, alors je pense qu'il devrait avoir un accent sur comment utiliser la ressource en fait générationnelle d'après 60 ans. Ça c'est un. Comment réintégrer en fait un paysage économique et de développement plus centré sur, comme je l'ai mentionné auparavant, au rapport à la nature et au rapport en fait de l'équité, l'égalité socio-animale. Et enfin, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels la Chine est en train d'entrer, notamment l'aéronautique et le spatial. Et je pense que être capable de construire des portes en fait et des liens et des connexions pour chaque domaine, parce que la Chine est un pays tellement grand et tellement complexe. Du coup, je pense que la Chine de demain, dans son développement et dans son rapport au travail, se doit d'avoir quelque chose de beaucoup plus multicouleur et beaucoup plus subtil. Alors, Monsieur Ding, face aux défis économiques et sociaux que représente aujourd'hui la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population, quelles sont les politiques mises en place par le gouvernement chinois ? D'abord, on a renversé un peu la politique démographique.
dans le passé, à un moment donné, on a encouragé l'enfant unique par famille, etc. Donc, une espèce de restriction de la natalité dans la politique, dans ce qu'on appelle le planning familial. Alors qu'aujourd'hui, nous avons renversé la tendance. Donc, le gouvernement encourage le couple d'avoir un deuxième enfant, un troisième enfant. Donc, la tendance a été renversée. Mais pour le moment, on n'a pas encore vu de résultats très positifs. Parce qu'en dépit de l'encouragement du gouvernement, eh bien, le taux de natalité reste très très limité. L'année dernière, on a eu même un taux de natalité négatif. Donc, je pense que dans l'avenir, on va essayer de continuer à encourager la politique de natale, c'est-à-dire d'encourager les couples d'avoir un peu plus d'enfants. Mais en dépit de ce déclin de la natalité, eh bien, la population chinoise reste encore très importante. Et on essaiera d'élever le niveau d'éducation de cette population et pour que la population jeune de Chine soit plus qualifiée, plus professionnelle, etc., que l'élévation de la productivité dans l'économie chinoise pourrait compenser un peu le manque de la force productrice dans le secteur de la production industrielle. Et d'après vous, à l'avenir, dans quel domaine la Chine doit-elle exploiter son potentiel de développement démographique ? La Chine est en train d'appliquer une économie de marché. Donc, on ne peut pas complètement définir les orientations de développement, surtout de carrière de la population chinoise. Eh bien, il faut encourager la population d'être plus créatrice. Eh bien, lorsque la population est créatrice, elle trouvera des moyens de déployer ses talents et de continuer à promouvoir un développement de haute qualité. Et dans ce sens-là, la Chine pourrait encore continuer à maintenir un développement plus dynamique avec une amélioration de la qualité. Selon les chiffres publiés récemment par le Bureau national des statistiques, la Chine a enregistré une croissance de 4,5% au premier trimestre de 2023 sur un an. Comment interprétez-vous ces chiffres ? Il y a le début d'un rebond de l'économie chinoise. Eh bien, le premier semestre, il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à cette croissance, à cette reprise de la croissance de l'économie chinoise. D'abord, l'exportation. En mars, on a eu une exportation croissante importante et 12 azimuts dans toutes les directions. Non seulement vers les marchés d'exportation traditionnels comme les États-Unis ou l'Union européenne, mais aussi vers, pour la première fois, l'exportation vers les pays en développement dépasse l'exportation vers les marchés traditionnels. Ça, c'est quelque chose de très encourageant. Et cela montre aussi que le rôle que la Chine a joué aussi dans ces pays en développement, parce que grâce au projet de reconstruction des infrastructures dites ceinture et route, eh bien, la Chine a renforcé son investissement dans beaucoup de pays en développement et ces investissements ont donné des effets très importants pour la croissance mondiale. Et avec la croissance continue des pays en développement, eh bien, ces marchés deviennent des marchés d'exploitation importants pour la Chine. La Chine continue à exporter vers ces marchés. Et puis en plus, on pense que dans la deuxième moitié de l'année, il y aura encore un taux de croissance plus important en Chine, à mesure que les gens prennent l'habitude, après la pandémie, à se relancer dans l'investissement et puis, à mesure que le gouvernement va investir davantage dans ce qu'on appelle les nouvelles infrastructures, la télécommunication, le développement des moyens de traitement de grandes données, etc., eh bien, on pense que dans la deuxième moitié de l'année, il pourrait y avoir un taux de croissance plus important. Merci. Merci à nos deux invités d'avoir participé à cette émission et d'avoir livré vos analyses. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.